Bon, merci, merci Thérence pour cette nouvelle invitation. Donc, c'est un plaisir, je suis ravie de retourner ici parmi vous et pour discuter avec vous avec des lignes, les dernières lignes de mon travail. Lorsqu'on a un peu raisonné avec Thérence, quels pouvaient être un peu les mots, les liens qui pouvaient permettre à moi, à Michel, de présenter ces chantiers de travail. On a pensé à ces esthétiques, droit naturel, nature. Pour moi, la succession de ces mots qu'on a choisis, c'est nature, esthétique, économie et droit naturel. Donc j'étais obligée d'ajouter aussi l'économie pour présenter une vision de la société et qui modèle un idéal esthétique qui a une valeur performative et qui est inséparable d'une certaine vision de la société. Et qui a une dimension aussi économique et politique. Alors, donc, je suis en train de rédiger ce petit bouquin, et si je trouverai un éditeur, le titre que je vais proposer, c'est l'esthétique de la volonté générale, dans un double sens, c'est-à-dire l'influence que l'esthétique a eu sur le concept de volonté générale, mais aussi une vision esthétique de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté générale comme expression d'une harmonie. Je ferai ça à travers le parcours singulier d'un marquis qui n'est pas très connu, le marquis de Girardin, et qui est l'auteur de la composition des paysages, un ouvrage qui parut en 1777 et qui est une des premières théorisations des jardins à l'anglaise en France, en opposition au jardin à la française de le nôtre, qui était l'expression d'un ordre, de règles et même d'un modèle politique, c'est-à-dire l'absolutisme de Louis XIV. Et cet ouvrage a été conçu comme une théorisation de l'expérience du marquis de Girardin, qui aménagea son jardin, son domaine à Ermenonville, à une quarantaine de kilomètres de Paris, et qui est le fruit de ses voyages, aussi des modèles qu'il a vus à travers l'Europe, et surtout en Angleterre, en Suisse, en Italie. Et donc, qui l'amena, et j'essayerai de vous le montrer, qui l'amena une expérience révolutionnaire à devenir aussi acteur pendant la Révolution. Le nom de Girardin, n'est pas très connu, il est lié surtout, il est connu par les gens qui s'intéressent de Rousseau. Parce que Rousseau a passé ses derniers mois à Ermenonville. Il est mort à Ermenonville. Il a été enterré sur l'île de Peuplé, qui est une petite île au milieu du lac qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et le marquis de Girardin fit immédiatement bâtir un tombeau. Et Ermenonville devint une destination de pèlerinage pour donc les fidèles de Rousseau, et fait partie de l'iconographie rousseauiste, jusqu'au moment où la Convention nationale, contre la volonté de Girardin, décida de transférer
les restes de Rousseau au Panthéon. Rousseau, un modèle pour Girardin, pour le marquis, un modèle esthétique, parce que Ermenonville est aménagé d'après le modèle du jardin de Clarence dans la Nouvelle-Héloïse, et aussi un modèle politique, parce que sa notion de volonté générale donne l'empreinte à la conception, aux idées politiques du marquis. Donc, le titre de cet ouvrage, qui est une théorisation des jardins, c'est de la composition des paysages ou des moyens d'embellir la nature autour des habitations en joignant l'agréable et l'utile. Alors, l'agréable et l'utile donc marque la spécificité de l'ouvrage qui, dans en 1805, dans la 4e édition, donc le marquis ajouta but principal de cet ouvrage, c'est-à-dire ses dimensions, l'harmonie entre l'agréable et l'utile était le but de cet ouvrage. Alors, comment est construit et conçue cette harmonie entre agréable et l'utile? Donc, la composition des paysages, donc un traité de jardin, comment aménager un jardin à travers les différents chapitres, comment on système les arbres, des grottes, des eaux, les eaux sur le modèle des jardins de la Renaissance, les jardins italiens, les jardins anglais. Donc, il y a toutes des chapitres qui sont même très pratiques, comment organiser les arbres, la lumière pendant les différents moments de la journée. Mais il y a aussi un dernier chapitre qui est tout à fait singulier, parce que dans cet idéal qui doit rassembler agréable et utile, les signes de la présence humaine, c'est-à-dire les signes de la prospérité, font partie de l'idéal esthétique. L'utile, la visibilité de l'utile, fait partie de l'idéal esthétique. Et cet idéal esthétique implique alors une organisation de la prospérité. Comment parvenir à la prospérité à travers un modèle économique de réorganisation de terre que Girardin esquisse dans le dernier chapitre, et qui est tout à fait un peu apparemment séparé du reste de l'ouvrage, mais comme il dit bien, c'est le but principal de cet ouvrage. Cette dimension économique du dernier chapitre implique le rapport de Girardin avec la physiocratie, un rapport très complexe que je ne peux pas aborder ici. Girardin a été en contact avec Dupont-de Nemours, avec Turgot, donc il se considère un partisan de leur campagne, la campagne pour la libéralisation du commerce des blés. En 1775, l'ouvrage était déjà sous presse, mais le marquis reporta la publication pour ne pas entraver les réformes de Turgot. C'était l'époque de la guerre des farines. Donc c'est une question complexe, le rapport entre Girardin et les physiocrates, mais on peut déjà dire que donc il se place lui aussi dans une certaine idée de une nature qu'il faut respecter, une nature qui a des lois et des lois qu'on doit traduire. Donc le lien entre dimension esthétique, économique et sociale est au fondement de son engagement, même de son engagement politique. Et donc je vais rapidement, dans la dernière partie de mon exposé, vous présenter le résultat de ces sortes de formation, de maturation politique qui passe à travers l'esthétique.
Alors, l'idée de nature, quelle est l'idée du nature qui a Girardin et qu'on trouve dans cet ouvrage, qui est un ouvrage où c'est un ouvrage pratique, je dis, comme il y avait beaucoup à l'époque, comment aménager un jardin, un parc, mais il y a aussi toute une dimension théorique qui en fait l'originalité. Alors, c'est une idée de nature qu'il faut respecter et qu'il faut enrichir. C'est lui qui écrit « La nature n'est féconde dans ses variétés infinies que parce que son plan général est infiniment simple ». Girardin avait donc assimilé l'idée d'évolution des naturalistes français qui, à partir de Buffon, avait souligné, mis en évidence la diversité et la variété de la nature contre les classifications abstraites et qui avait emphatisé l'existence d'une chaîne des êtres, l'idée d'une continuité de la nature en opposition aux représentations hiérarchiques traditionnelles de l'univers et qui donnait de l'espace à une notion de nature comme énergie. Donc, sous cette perspective, Girardin est très loin de l'approche plutôt mécaniciste. On a parlé de l'évidence et des physiocrates. La curiosité scientifique du Girardin l'amena à être sensible aux nouvelles formes de savoir. À la fin de la dernière partie de l'Ancien Régime, entre chimie et physique, les théories du magnétisme animal de Mesmer n'étaient pas si étranges, si loin. Peut-être Mesmer a fréquenté, même Herménonville. Il était en tout cas Franklin et ses expérimentations sur l'électricité et donc était très donc le Girardin était très sensible à ces nouvelles formes de savoir. Donc la nature de Girardin est une nature qui n'est pas géométrique, il n'a pas une vision mécaniciste, et c'est ce qui caractérise son jardin de la sensibilité, comme on disait à l'époque, jardin de la sensibilité, jardin pittoresque, jardin paysager. Et qui donc c'est une sorte aussi d'anticipation du romantique. Je n'ai pas le temps ici d'apporter la question de cette utilisation du mot romantique, mais dans mon travail où je vais reproduire en annexe une longue lettre manuscrite de Girardin inédite de Girardin du Pont de Nemours, qui est conservée aux États-Unis parmi les papiers du Pont de Nemours. C'est une lettre où Girardin répond aux critiques que évidemment Dupont avait avancé. On ne peut pas le savoir parce que la lettre de Dupont, donc pour un moment, on l'a pas trouvée. Et c'est dans cette dans cette lettre, à travers ces lettres qu'on peut dater avec précision l'ouvrage et qu'on peut dire que Girardin a été le premier à utiliser en français le mot romantique et pas le Tourneur, le premier traducteur de Shakespeare. La pensée de Girardin se caractérise par un rationalisme sensualiste qui est la base de sa vision d'un rapport d'une harmonie universelle, d'un rapport avec la nature et qui est bâti sur le lien entre la dimension physique et la dimension sociale. Il conçoit le jardin comme un espace pour parvenir à la compréhension de la nature, une sorte de laboratoire d'expérimentation, l'expression de ces nouveaux paradigmes scientifiques et des théories de la connaissance et qui s'inscrivent dans la psychologie et dans le sensualisme de Condillac.
Girardin ne cite pas expressément, ouvertement Condillac, mais on voit très bien qu'il connaît très bien le lien entre la raison et création artistique qu'il élaborait dans le traité de sensation, l'importance de la vue parmi les sens, l'importance de la lumière et tout ce qu'on trouve dans le traité de sensation de Condillac. Le jardin est une représentation de cette concession de la nature, cette concession typique du XVIIIe, et qui a une valeur normative et qui établit un rapport étroit entre nature et société. Girardin ne traite pas expressément de la nature, mais de l'image de la nature. Et le jardin est la forme à travers laquelle la nature se représente et bien représentée est représentée. C'est une création qui ressemble à la réalité de la nature et qui devient art et illusion, selon la conception du jardin que Julie exprime très bien dans la Nouvelle Héloïse, donc répondant à l'étonnement de Saint-Preux ravi face à la nature sauvage. Et Julie dit, la nature a tout fait, mais sous ma direction, il n'y a rien là que je n'ai ordonné. Donc le jardin devient la forme par excellence, un espace ouvert dont tout le monde devait profiter. Dans la composition de paysages, Girardin énonce son idée des limites du jardin, pas délimitées à travers des murs, mais à travers des fossés remplis d'eau, ceux qui étaient aussi utilisés à l'époque. Cette organisation de cet espace, de cette esthétique dont tout le monde doit profiter, pose le rapport, une nature à admirer, à voir, le rapport avec les arts, en particulier avec la peinture. Girardin n'était pas intéressé à l'architecture, mais plutôt à la peinture. Un rapport à la peinture, mais donc le lien entre peinture et beauté, mais il ne s'agit pas pour lui d'une beauté conventionnelle que renvoie à des modèles des tableaux. C'est la nature même qui représente un paradigme esthétique et qui est digne d'être fixé dans un tableau. Alors, le jardin paysager qui reproduit la créativité de la nature devient à sa fois un canon esthétique. Les deux peintres qui sont les points de référence de Girardin sont Poussin et la masse d'arbres de Poussin et Lorrain, et l'organisation de la lumière et la valeur esthétique de la lumière. L'attention de Poussin au rôle joué par la masse d'arbres dans la création de l'espace donc s'accorder avec l'idée du marquis. Si on va à Armenonville, on le voit. Le lien entre la réflexion et l'exécution rassemblait deux attitudes également rationalistes face au rapport entre la création artistique et la nature, qui est même, on pourrait dire, une spécificité française. Et l'importance de la lumière dans l'organisation de la beauté esthétique. Alors, là où on arrange les arbres, donc selon, tenant compte aussi de la lumière. Mais par rapport à la peinture conceptuelle au canon de beauté de Poussin de Lorrain, Girardin créa une nature, un paysage réel, et il théorisa même la façon de regarder ce paysage. Ce paysage n'est pas symbolique, c'est pas un idéal, mais c'est l'exaltation
de cette dimension sociale qu'on voit à travers les signes de la prospérité humaine, c'est-à-dire les campagnes cultivées, les fermes, les signes d'une aisance diffusée. Je voudrais pour mieux expliquer les mots de Girardin, ce qu'il entend par cette valeur performative de la nature et cette beauté et qui englobe la présence des signes humains. Donc il établit la distinction entre jardin pittoresque et jardin philosophique. Le jardin pittoresque, c'est le jardin qui est digne d'être peint par des peintres. Le jardin, ce qu'il appelle le jardin philosophique. Donc il écrit « L'homme du bien rendu à un air plus pur et ramené dans les campagnes par les véritables jouissances de la nature sentira bientôt que la souffrance de ses semblables est le spectacle le plus douloureux pour l'humanité. S'il commence par des paysages pittoresques qui charment les yeux, il cherchera bientôt à former des paysages philosophiques qui charment l'âme, car le spectacle le plus doux et le plus touchant est celui d'une aisance et d'un consentement universel. Donc l'homme fait partie de la nature et le jardin, donc le jardin, la sensibilité, le jardin paysager est conçu pour susciter des réactions dans le spectateur. Et il devient une forme d'éducation pour comprendre le paysage, pour comprendre le rapport de l'homme avec la nature et même de l'homme avec ses droits. Parce que cette représentation de cette beauté d'une campagne, d'une nature cultivée, et donc c'est l'expression d'un concept d'unité du corps social qui renvoie que Girardin tire de Rousseau. Et donc l'ouvrage est conçu à travers ce lien entre la théorie du jardin et un projet économique qu'on trouve dans le dernier chapitre. Alors, cette valeur prescriptive de la nature passe par un premier moment économique et quand il y aura les conditions et moments politiques qui sera offert par la Révolution. Dans ce projet de réorganisation de terre, Girardin participe aux discussions du 18e sur le rassemblement de terres, c'est-à-dire sur la contiguïté des terres d'après le modèle des enclosures britanniques et qui impliquait l'abolition du droit commun et donc d'une question très délicate et face à laquelle la monarchie même était prudente pour l'importance pour la stabilité de l'utilisation du droit l'accès aux droits communs pour les paysans. Dans les débats, donc au cœur des débats sur le rassemblement de terres, il y a les physiocrates, bien évidemment, qui étaient favorables au rassemblement de terres et aux grandes propriétés. Et on va voir la spécificité de Girardin. La philosophie de Rousseau offre les fondements de l'impératif économique de Girardin qui c'est lui, la nécessité que tous ceux qui respirent soient nourris. Donc Girardin est favorable à la liberté, à la libéralisation des commerces des blés. Il est favorable même au regroupement des terres, mais il plaide en faveur d'une législation qui oblige les propriétaires à regrouper leurs terres, mais aussi une législation qui impose des limites maximales aux parcelles louées. Donc c'est une position qui marque donc des précisations face au droit de propriété. Et comme il écrit dans cette lettre manuscrite très intéressante à Dupont, il dit oui c'est vrai, j'envisage des limitations
à travers la fixation de droits de propriété, à travers la fixation des limites. Mais il dit, la question est même de discuter si la loi doit astreindre que d'examiner si la loi est juste. Et donc, si la loi est juste, on peut même fixer des limites aux droits des propriétaires. Donc, cette idée de louer des petites parcelles, cette idée d'encourager la petite propriété, qui est au cœur de ces préoccupations sociales de Girardin, d'éliminer la misère dans les campagnes, est très loin des approches physiocratiques, et l'approche, ce sont même les termes de la question qui seront reprises pendant les discussions sur la loi agraire sous la Révolution, dans ces mêmes milieux qui sont les milieux fréquentés, les milieux les plus radicaux fréquentés par Girardin. Alors, dans ce modèle de réorganisation de terre, Girardin place au cœur la loi et la centralité de la loi, parce qu'il faut une loi pour mettre en place ces réformes, et il y a donc une très très forte l'idée de lien entre politique et économie. Les réformes économiques impliquent donc des décisions politiques et une loi, la centralité de la loi. Et c'est indicatif que dans ce dernier chapitre, Girardin donne une définition de liberté et de loi. Donc c'est lui qui écrit « Faire ce qu'on peut, c'est la liberté naturelle ». Faire ce qu'on veut, c'est le caprice ou le despotisme. Faire ce qui nuit aux autres, c'est la licence. Faire ce qu'on doit, telle est la liberté civile, la seule convenable dans l'ordre social. Or, qui fixe le devoir de l'homme en société? La loi. Qui fait la loi? Les souverains démocratiques, aristocratiques, monarchiques ou mixtes, suivant les différentes constitutions du gouvernement. Mais c'est au cœur de la culture politique du XVIIIe. Le rôle est de Rousseau aussi, et des physiocrates aussi, le rôle central de la loi. Donc, à travers cette formation, ce dernier chapitre, c'est vraiment le lien entre une dimension esthétique, et c'est son idéal esthétique qui l'amène à ses positions économiques. Donc, il arrive à la Révolution, et c'est pas étonnant que Girardin accueille la Révolution, et il fait partie des milieux les plus radicaux. Il est membre du Cordelier. Il est apprécié par Marat. Il est donc à côté de Robespierre contre la guerre. C'était des positions minoritaires. Bon, c'est dans ces milieux radicaux et que Girardin donc donne un ouvrage qui est très exemplaire, parce que c'est la synthèse de la sensibilité même et des propositions de ces milieux. Le 16 juin 1791, au Cordelier, il lit son discours sur la nécessité de la ratification de la loi par la volonté générale, conformément aux articles 3 et 6 de la Déclaration des droits et de l'homme et du citoyen. Alors, c'est une synthèse des discussions donc, qui ont lieu entre juin et juillet au cercle social, au Cordelier, autour de la question sur comment donc harmoniser le principe de la souveraineté de la nation et le système représentatif qui est au cœur de la Constitution de 91. Et ce sont les mois où on discute de la Constitution avant son adoption. Le point de départ a été le décret du 10 mai 1791 par lequel l'Assemblée constituante interdisait toute pétition collective. Et donc, il y a une prise de position très forte au Cordelier,
donc là où donc Girardin était actif, on dénonce l'illégitimité de ce décret et donc, donc la prise de position de Cordelier, on dit le mandataire d'une nation ne pouvant aucunement engager sa souveraineté. Alors, ce test de Girardin, c'est une critique de la représentation telle qu'il est donc qu'il est énoncé dans la déclaration et dans la Constitution. Alors, suivant en accord avec les positions les plus démocratiques, Girardin ne visait pas à garantir la suprématie de la Constitution, mais plutôt à placer comme fondement la Déclaration des droits. Et en particulier, l'article 3, concernant la souveraineté de la nation, et l'article 6, qui proclame que la loi est l'expression de la volonté générale et le droit de chaque citoyen à concourir personnellement ou à travers ses représentants. Le principe de représentation est interprété par Girardin comme inséparable de formes d'exercice direct de la souveraineté en dehors du corps législatif. Et la formulation de l'article 6 est jugée incompatible avec l'exercice de la souveraineté populaire, selon la conception une conception de la volonté générale qui est la conception de Rousseau, et l'idée que la souveraineté est inaliénable, indivisible. Dans le discours, Girardin renvoie à Rousseau, cite ouvertement, expressément, le contrat social. Alors, le marquis de Girardin, qui était fidèle, très fidèle à Rousseau dans l'art de Jardin, et aussi son fidèle partisan dans sa théorie politique. Il établit une distinction entre la constitution, ce qu'il appelle les constitutions essentielles et constitutions administratives. La constitution essentielle est basée sur les droits naturels, éternels, immuables, comme les principes de l'ordre physique sur lesquels est bâti l'ordre politique. Donc, une position qui n'est pas très loin de la physiocratie. Hein. Il faut suivre les principes de l'ordre physique. La constitution administrative, dit c'est la constitution qui institue les différentes formes de la régie ou administration des intérêts de la société. C'est ce que nomme le gouvernement et qui correspond à la notion de gouvernement du contrat social de Rousseau. La ratification de la loi par la volonté générale qui est toujours infaillible, selon la conception de Rousseau, et pour Girardin, la condition essentielle de légitimation de l'organe législatif. Il dit c'est ça ira de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui peut garantir la perfectibilité de loi. Dans les discours, on demande que le texte de chaque loi soit envoyé à toutes les municipalités, discuté, voté, comme lors des référendums par un oui ou par un non. En cas de refus par la majorité, l'Assemblée devait reformuler la loi et la soumettre à une nouvelle demande de ratification. Dans ce cadre, le droit de pétition, soit individuel, soit collectif, était considéré un moment de discussion permanente et de formulation de propositions. Dans sa réflexion critique sur le concept de représentation politique, que c'est nourri de la lecture et des contacts personnels avec Rousseau, pour Girardin, les représentants étaient considérés des mandataires. Il y a une sorte d'idée de mandat impératif. Il fut parmi les premiers à utiliser l'expression ratification de la loi par la volonté générale. Dans une période entre 90 et 91,
donc face au principe de la souveraineté nationale qui était universellement partagé, il y avait des interprétations différentes sur les formes de l'exercice de la souveraineté. Et c'est ces questions qui au cœur des débats révolutionnaires dans ce moment, et c'est au cœur des débats révolutionnaires. Et l'idée de ratification, de surveillance, de contrôle font partie du langage politique pour revendiquer un droit à la participation comme forme de contrôle de la représentation parlementaire. Donc, ce sont ces périodes qui est, à mon avis, c'est le laboratoire, la période la plus fructueuse au point de vue conceptuel de la Révolution française. Et sur ce rapport entre participation et représentation face aux expériences directes de la municipalité des districts, de la municipalité de Paris, la formation après des sections, que le problème du lien entre participation et représentation considéré non pas comme des concepts en antithèse, donc devient un patrimoine de la pensée révolutionnaire et qui aboutit à sa formulation la meilleure en 1793 dans le plan de projet de constitution de Condorcet, où Condorcet envisage Condorcet qui représente un moment important de théorisation de la représentation politique. Condorcet qui a dit je ne suis pas, qui conçoit l'indépendance, l'autonomie du représentant. Et dans une note, il a écrit je ne suis pas ici pour faire ce que les électeurs veulent, mais ils m'ont choisi parce que je suis, pour mes capacités, je suis capable d'arriver donc aux décisions avec les autres représentants, aux délibérations les meilleures pour toute la nation. Mais c'est Condorcet que donc aussi riche de l'expérience de ces mêmes dans ces mêmes périodes 90-91 conçoit des formes de participation directe à travers le droit de pétition, le droit de censure, le référendum, la formation d'assemblées primaires comme moment de discussion et pas seulement comme moment donc de réunion en vue des élections. Alors, Girardin appartient aussi à ce moment un peu de fondateur. Girardin était critique de la représentation politique, mais avec ce discours, il a exprimé, il a synthétisé cette nécessité de participation pour garantir l'expression de ces droits naturels auxquels il était parvenu à travers sa réflexion sur l'esthétique. Et donc l'esthétique, cet idéal esthétique, la théorie de Girardin a donné même une contribution à la Révolution française. Merci.